Sandra est professeure en littérature latino-américaine à l'université de Lyon 2, Lumière. Elle est notamment membre de 2 laboratoires, laboratoire LCE Lettres et civilisations étrangères, et membre depuis 2005 du GRIAL, groupe de recherche interdisciplinaire sur les Antilles hispaniques et l'Amérique latine. Depuis ses débuts, les travaux de Sandra sur Cuba et plus amplement sur les écritures poétiques comme romanesques de la Caraïbe se sont intéressés à des corpus variés, tant d'un point de vue générique que linguistique, puisqu'elle a travaillé sur les écritures francophones, les écritures anglophones et hispanophones. Et ces travaux se sont toujours inscrits dans la perspective du décloisonnement et selon une approche transrégionale ou transcaribéenne. Et c'est bien cela qui lui confère une identité de chercheuse et une place toute particulière au sein des études hispaniques. Si transgénéricité, hybridité culturelle comme esclavage colonial et politique mémorielle constituent des axes tout à fait majeurs de ses recherches, les afroféminismes décoloniaux, la question du corps et de la racialisation se trouvent également au centre de ses préoccupations. Alors, parmi ces très nombreuses publications figurent notamment Nancy Morejon, La parole des lieux ouverts, Nous sommes le Golfe pour toujours, publié en 2014, dans le cadre d'une réflexion collective sur le postcolonial comparé, anglophonie et francophonie. Nous trouvons également Afroféminisme et écriture critique à Cuba, publié en 2015. Et parmi les publications les plus récentes, de la réécriture du corps féminin comme espace mémoriel à la permanence du poétique, publié en 2019. Cepos de la memoria de Zuleika Romay, de construcción de representaciones sobre la racialidad en Cuba, 2020, ou encore Encuentros y desencuentros en Afroamérica, la invisible, de Nancy Morejon. Aujourd'hui, Sandra nous propose une réflexion intitulée Processus de décolonisation, afroféminisme et déracialisation, mémoires et écritures, pour une mise en lumière de l'apport spécifique des écrivaines cubaines. Nous lui laissons donc la parole pour nous immerger dans ce parcours des États-Unis, avec notamment Angela Davis, à Cuba, en passant par certains des apports théoriques du champ francophone. C'est à toi, Sandra. Je voulais Oui. remercier Joséphine pour son invitation et les collègues de Nanterre et Marne-la-Vallée. Excusez-moi, je n'ai pas encore réalisé les nouveaux titres des universités. Je suis parmi vous, bien sûr, aussi, non seulement au titre de Lyon 2, LCE auquel j'appartiens, mais au nom du GRIAL de l'UVSQ, dirigé par Sylvie Bouffartig. Alors, ce que je compte faire aujourd'hui, donc ça ne sera pas une analyse littéraire, ce que j'ai l'habitude de faire. Je veux rendre hommage à ces intellectuels qui ont lutté et écrit pour nous. Plusieurs femmes, bon, bien sûr, la cause des femmes, Gisèle Halimi, Angela Davis, Christiane Taubira, Françoise Vergès et bien d'autres, ce sont les lectures du moment. Vu que mon propos est de rendre hommage à toutes ces écritures et ces femmes diverses, je vais procéder en 2 parties. La première partie, je vais la résumer beaucoup. C'est quelques rappels de définition, bien sûr non exhaustives, autour d'Angela Davis, et ensuite d'ouvrages plus récents français de Christine Barr et de Françoise Vergès. Et en seconde partie, c'est celle que je voudrais développer un petit peu plus, pour donner accès à ces textes de Daisy Rovira Castillo, Nancy Morejon, qui est la poétesse sur qui je travaille depuis très longtemps, et aussi Zuleika Romay en fin de parcours. Donc, dans ma première partie qui s'intitule Incursion dans le monde critique et militant des féminismes, je vais commencer donc par l'évocation de l'œuvre d'Angela Davis, de certains passages, puisque c'est elle qui est la première à diffuser la perspective intersectionnelle et dont l'action et l'œuvre ont eu de grosses répercussions à Cuba, mais aussi et ailleurs dans le monde depuis les années 70, notamment dans son ouvrage « Femmes, race et classe », disponible en français dès 83 dans les éditions des femmes et qui a été réédité depuis. C'est un ouvrage en anglais de 81. Donc c'est un ouvrage très connu qui expose des analyses de Davis sur l'esclavage, l'abolitionnisme des États-Unis, la ségrégation raciale et les lynchages. Et bien sûr, depuis, Davis combat dans ses écrits, depuis son autobiographie, dans ses conférences, toute une série d'ouvrages aussi, la lutte, elle travaille pour rendre visible la lutte des femmes noires
dans l'histoire de ce pays et a dénoncé l'exploitation coloniale, capitaliste, l'oppression des hommes sur les femmes, blancs ou noirs, dans le cadre d'un système patriarcal et du machisme, dont l'une des conséquences, la violence de genre, est alors abordée de façon conjointe en tant que violence de l'oppression raciale du dominateur et aussi du pouvoir économique. Donc, dans ma première citation, je ne lirai pas toutes les citations, mais vous les avez. Je vous invite vraiment à les lire. Mon propos, c'est de rendre la parole à toutes ces écrivaines. Donc, elle souligne, entre autres, une des plus grandes ironies du système esclavagiste, c'est aussi justement d'avoir permis à ces femmes d'exprimer des revendications égalitaires et ainsi qu'à leur descendance. Donc, je résume un petit peu. Donc, elle aborde aussi d'autres questions dont je ne parlerai pas. C'est un ouvrage qui date d'il y a 40 ans et dans cet ouvrage, elle invitait les historiens et les historiennes à écrire l'histoire des femmes esclaves. C'était il y a 40 ans, effectivement, depuis de nombreux travaux scientifiques, artistiques ont vu le jour. Angela Davis poursuit son travail de philosophe militante qui fut communiste, anticapitaliste, écologiste, dénonçant le système répressif états-unien concernant les conditions de ce qu'elle appelle l'emprisonnement racialisé. Et bien sûr, elle est toujours féministe. Dans un de ses derniers ouvrages en français, aux éditions La Fabrique, Une lutte sans trêve, elle continue à porter ses combats pour une réelle émancipation. Le racisme sous toutes ses formes est toujours en pointe de mire, selon elle, avant ou après Mandela, Obama et bien d'autres. À propos du féminisme noir, elle remémore l'époque où on lui demandait ce qui était plus important pour elle, son combat contre le racisme ou contre le sexisme. Évidemment, elle trouve toujours des connexions entre le féminisme et le mouvement noir. Et vous avez ici une citation pour montrer ce défi pour elle de comprendre à quel point les notions telles que la race, la classe, le genre, l'orientation sexuelle, la nationalité ou le handicap sont inextricablement liées. Et il faut dépasser ces catégories afin de mettre en lumière les interactions entre des idées et des processus. En débattant sur l'égalité au mariage pour tous et la complexité du racisme dans la société hétéropatriarcale, elle affirme aussi les citations suivantes, toujours en parlant plus précisément de l'intersectionnalité des luttes contre le racisme et contre l'homophobie ou la transphobie, etc. Donc, elle renvoie à d'autres choses, au mouvement LGTB, au mouvement des Amérindiens, et donc rend hommage aussi au Black Lives Matter, etc. Je vous invite à lire les textes de Angela Davis. Dans le dernier ouvrage de 2020, Féminisme, 150 ans d'idées reçues de Christine Barr, une des grandes spécialistes en France, l'Université d'Angers, autour des féministes. Je rappelle qu'elle a écrit aussi le livre « Dire le genre avec les mots, avec le corps » de 2019. Donc, elle consacre dans ces 3 parties. Donc, la première série autour des idées reçues sur les féministes. Donc, la première partie concerne la première vague du féminisme français et européen. Donc, il y a quand même un chapitre intitulé « Le féminisme est un produit d'exportation coloniale ». Elle évoque la geste émancipatrice de ce Sojourner Truth et ce fameux mot de cette militante abolitionniste qui fut esclave, Entire Woman, ne suis-je pas une femme, pour ceux qui veulent avoir les références en français aux éditions de 2015, très connu, qui sera repris par Bell Hooks, j'en reparlerai après. Elle met l'accent, bien sûr, dans les premiers féministes, Christine Barr, de la méconnaissance du fait colonial et impérialiste, c'est déjà bien de le dire, et elle rappelle opportunément le travail précurseur des sœurs Nardal martiniquaises résidant à Paris avant-guerre et qui ont œuvré pour la négritude des années 30 avec Suzanne et Aimé Césaire. Paulette Nardal, qui fut cette première étudiante noire à la Sorbonne. Pour revenir à Christine Barr et à son livre, le concept d'intersectionnalité, bien sûr, vous savez, proposé par une juriste afro-américaine, Kimberly Crenshaw, en 89, revendiqué par des autrices noires radicales comme la précurseur Audre Lorde, qui est morte en 92, et Bell Hooks, que je référencerai tout à l'heure. Ça y est, je suis partie, excusez-moi. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Et son ouvrage sur les femmes noires et le féminisme en 82. Je reviens à Christine Barr, donc pour analyser sa définition du concept d'intersectionnalité, de cette
combinaison des différents facteurs d'hégémonie subis de la racialisation à l'altérisation tout au long de la construction sociale et identitaire de la femme, et qui appelle donc une combinaison des luttes face aux multiples facteurs de discrimination, race, sexe, classe, et il faudrait rajouter la sexualité, la sexuation excessive, la représentation normative du genre. Dans le chapitre, dans la seconde partie, donc la deuxième vague, le féminisme est américain, Christine Barr rappelle le militantisme des Noirs nord-américaines des années 70 et de la concrétisation de toutes ces luttes intersectionnelles. Elle relève notamment le concept de sisterhood, la sororité, on pourrait dire, pour faire pendant à celui de la fraternité du nationalisme noir des Black Panthers, réputés aussi pour leur violence machiste. Ce sont des concepts aussi, fraternité, égalité raciale et sexuelle, et de genre, qui étaient aussi des valeurs prônées en Amérique latine, dans la Cuba des années 60, dès le début de la Révolution, et d'autres sujets. Bien sûr, il faudrait renvoyer intersectionnalité à Judith Butler, etc. Mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Dans la troisième partie, donc la troisième vague, selon Christine Barr, elle parle des afroféminismes. C'est quand même assez important pour le souligner, c'est assez récent aussi. C'est-à-dire que dans des ouvrages français européens, on inclut ces afroféminismes. Dans son glossaire, elle définit justement l'afroféminisme comme un courant féministe dénonçant l'intersection entre sexisme et racisme, et fait référence à un black feminism qui aurait donc lieu en France depuis une dizaine d'années, qui se prétend être la critique d'un féminisme hégémonique inconscient de sa blanchisté, je cite, et la critique du féminisme universaliste laïque. Bon, elle fait référence à Amandine Gay, Rokhaya Diallo, je rajouterai l'écrivaine Léonora Biano et bien d'autres. Après, je donnerai quelques références pour ces ouvrages, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'intersexualité, donc, considérée comme un concept clé, bien entendu, au-delà de l'afroféminisme, mais qui est quand même très présent. Je passe aux ouvrages, à quelques références de Françoise Vergès, qui est donc un des auteurs du féminisme décolonial militant et radical, comme l'était le Black Feminism des années précédentes, historienne et politologue, militante féministe de longue date, avec quelques références à ses travaux qui sont nombreux. Je rappelle qu'elle est aussi présidente du comité pour les mémoires de l'histoire de l'esclavage, et elle aborde ce phénomène dans différents ouvrages, surtout de ces dernières années. Par exemple, celui de 2017, Le ventre des femmes. Elle cite en épigraphe de son livre une phrase de Frantz Fanon, au moins il fallait qu'il soit là, la décolonisation est un processus historique tiré des années de la Terre de Fanon de 61. Donc je lis au moins cette citation qui me semble importante et bien dite. La lutte des femmes, donc c'est un ouvrage de 2017. La lutte des femmes esclaves ne doit plus constituer un chapitre à part prétendument clos avec l'abolition de l'esclavage. C'est un combat qui croise le fait d'être femme, d'être noire et d'être opprimée, et qui pose la question raciale, sexuelle et de genre en la croisant avec celle de la liberté et de l'antiracisme, qui met ainsi en jeu les apories du récit sur le droit des femmes. Les analyses de Vergès, dans ce livre et dans un autre que je vais commenter après, Le féminisme décolonial de 2019, donc sont étayées de façon très précise avec des études sur le colonialisme français. Elle part de la décolonialité comme un espace d'énonciation et non d'origine ou de géographie. Toute cette partie-là me semble très intéressante. Vous pouvez lire la citation complète. Elle ne perd pas de vue la perspective de la femme racisée, telle qu'elle le dit en ces termes, mais aussi, pas seulement noire, mais aussi de femmes originaires de différents continents ou des pays qui ont subi le colonialisme européen, en Afrique, en Amérique, en Asie, et bien d'autres. Bien sûr, on pourrait citer d'autres ouvrages, les ouvrages d'Elsa Dorlin, qui sont très importants, 2006, 2008, 2019, Françoise Vergès, peut-être un dernier, l'ouvrage collectif de mes collègues Blanchard et Bancel, les historiens du colonialisme français, Sexe, race et colonie, la domination des corps. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. On pourrait aussi rendre hommage à ces féministes anticolonialistes algériennes ou tunisiennes des années 60, aux écrivaines subsahariennes,
Je pense par exemple à Watiam, hein, et son ouvrage La parole aux négresses de 78, hein, pour faire écho à la figure du nègre révolté. On ne disait pas encore la négresse révoltée, on ne les disait d'ailleurs toujours pas. Et bien d'autres, hein, comme ceux d'Angela Davis ou de Marie Scondé dans ses premiers écrits. Hein. On est dans les années 70-80 et tout ce qui a été fait aussi par des hommes comme Césaire, De Pest, Glissant et bien d'autres. Dans un féminisme décolonial, Françoise Vergès rappelle cette transcontinentalité intersectionnelle dans l'un de ses premiers chapitres, Les féminismes de politique décoloniale, avec cette citation que je vous invite à lire parce qu'on a un Sud globalisé, hein, avec une mémoire des luttes féministes hein, précédentes, mais jamais abandonnées, hein, et des militantes qui dénoncent le viol, le féminicide, mais aussi d'autres politiques de dépossession contre la colonisation, etc. Et on pourrait ici parler d'autres écrivaines, puisque je les ai aussi un peu fréquentées, qui sont importantes en tout cas pour certaines auteurs cubaines, hein, des auteurs afro-américaines que vous connaissez très bien, hein, Maya Angelou, Toni Morrison, dans l'essai de Toni Morrison, La source de l'amour-propre, hein, de 2019, enfin pour la partie en français, hein, vous avez encore des chapitres sur l'esclavage, sur les femmes noires, sur le racisme. Hein. Il faudrait rappeler aussi les écrits de Alice Walker, qui est pour Nancy Morejon une des auteurs clés. Hein, excusez-moi l'accent, hein, mes chers collègues. Ceux de 83, de 74, In Search of Our Mother's Gardens, à la recherche des jardins de nos mères, un peu traduit comme ça, et la créativité chez les femmes noires dans le Sud, hein, et bien d'autres. Hein, son concept du womanism, il faudrait renvoyer à ça. J'avais évoqué dans ma liste, je ne peux pas tout dire, les travaux, puisqu'il en faut pour tout le monde, de la Guadeloupe et de la Martinique, avec Dany Bébel-Gisler, La femme des Antilles, une publication des éditions Stock pour fêter cette année les 150 ans de l'abolition de l'esclavage et de la marche à Paris en 98, par Gisèle Pinault et Marie Abraham, et bien d'autres dans un Caraïbe anglophone. Vous avez un de ses premiers essais sur les écrivaines de langue anglophone ou anglo-créolophone, Out of the Kumbla, Caribbean Women and Literature de Carol Boyce Davis et Eliane Salguero-Fido. C'est déjà un texte des textes des années 90 qui rendent hommage à beaucoup de ces autrices, hein, écrivaines, historiennes, critiques littéraires, hein, qui ont redonné la voix aux ancêtres mis sous silence ou invisibilisés, avec cette belle image de le Kumb, là c'est la calebasse, hein, de libération, de l'émancipation. Bon, je dois passer, mais on aurait pu parler de l'Uruguay, du Pérou avec Susana Vaca, du Porto Rico avec Mayra Santos Febres, hein, que je vous invite à lire, République dominicaine, Costa Rica, etc. Il y en a bien d'autres, hein, avec les Black Studies, les Black Atlantic et en Angleterre et aux États-Unis. Vous avez un très bel ouvrage de comparer, hein, puisqu'on est dans les comparaisons Amérique latine, hein, et Nord et du Sud. Cannibalia de Carlos Jauregui, La condition noire de Papendia de 2008, il y en a beaucoup. Hein. Bon, dans beaucoup de ces ouvrages, hein, avec lesquels je suis d'accord, très souvent, vous avez très peu de choses sur l'Amérique latine, un peu le Brésil, un peu Haïti, heureusement Haïti, très présent, hein, et les Antilles françaises, mais le reste, l'Amérique hispanique, hein, est peu présente, hein, voire méprisée, comme à l'époque coloniale. Hein. Ce sont quand même des dizaines de millions d'Afro-Américains et Américaines qui vivent, pensent et créent en Caraïbes et Amérique du Sud. Donc là, je renvoie aussi, je le mettrai après ça, hein, les renvois à ce qu'on pourrait lire sur le Brésil, Conceição et Evaristo. Je salue ici aussi, pour l'expression de ces femmes afro-américaines, hein, du Brésil, par exemple, les éditions Anacaona, notre collègue de Paris, qui diffuse hein, ses travaux traduits du portugais en français, hein, sur les féminismes noirs. Il y a aussi beaucoup de choses, je vous invite à le lire, ainsi que les écrivaines afro-colombiennes qui sont très actives. Donc, je reviens à mon sujet, excusez-moi, il y a encore beaucoup de choses que je voudrais dire pour rendre hommage un petit peu à ces femmes. Je voudrais aussi donc inviter, hein, bon, bien sûr, les collègues de ce colloque ne sont pas dans ces approches trop resserrées, hein, mais la France, l'Europe ou les États-Unis seraient-ils les seuls à proposer des modèles de pensée, d'action et de combat, hein? Il faudrait voir aussi prospecter du côté de ces sociétés où la colonialité, d'une part, encore insidieuse et son silence invisibilisant que subissent les classes dominées et considérées comme subalternes, et d'autre part, le poids des traditions sexistes et racistes demeure des freins à l'idée que l'on pourrait se faire du progrès des droits humains. Donc, pour ce qui concerne l'Amérique hispanique, je voudrais quand même citer deux, il faut que je revienne à mon PowerPoint parce que je n'aurai pas le temps de le dire, mais au moins parmi les deux
plus récents. Donc là, c'est plusieurs ouvrages, Audrey Célestine, que vous allez voir des vies de combat, femmes noires et libres, même s'il y a très peu de femmes d'Amérique latine, mais il y a d'ailleurs, tous ces ouvrages donc, que je n'ai pas eu le temps de citer, mais qu'on pourrait consulter à bon escient. Donc, ces deux ouvrages à signaler, c'est un colloque à Bordeaux qui a lieu en 2007 sous la direction de Mélanie Moreau sur le Cuba et l'esclavage colonial, qui est actuellement publié aux éditions caribéennes. La référence va arriver après. Et un autre ouvrage aux éditions Clisol de l'Université de Nanterre, le numéro 12, coordonné par Caroline Lepage et Sophie Large, consacré, je cite le titre, Féminisme au XXIe siècle, vous l'avez dans la référence, écriture et pratiques transgressives en Espagne et en Amérique latine. Au moins, je voulais, il y a beaucoup d'articles, je voulais citer l'introduction de Mercedes Yusta, qui est une historienne des féminismes, entre autres, qui annonce un nouveau cycle qui serait révolutionnaire, transféministe et décolonial, avec cette belle citation que je trouve intéressante pour montrer cette diversité qu'on a pu partager avec ces 3 jours de congrès, sur le renouvellement des formes de militantisme, d'analyse de l'intersectionnalité de genre, race et classe, et aussi toutes ces nouvelles pratiques langagières et ces corporalités. Donc, mon intervention, puisque je vois que j'ai déjà pas mal avancé, donc je vais revenir un petit peu à mon sujet, avant de terminer cette partie qui est un petit peu très vite résumée, mais je peux envoyer mes documents aux jeunes collègues intéressés. Mon intervention, bien entendu, est plus modeste. Je voudrais un petit peu rappeler que la légitimité de ces acteurs et surtout actrices de la décolonisation, depuis plus d'1 siècle et demi déjà, depuis Cuba et la Caraïbe, leur refus de la colonialité encore à l'œuvre et pourquoi pas envisager une possible déracialisation des pensées et des pratiques, mais non pas bien sûr pour marginaliser ou pour nier une origine ou une appartenance ethnique et culturelle, et encore moins une résistance politique ou nier la justice d'un combat afin d'obtenir des droits sociétaux. Ces femmes dites racisées ou racialisées, d'après une perspective nouvelle, qui serait d'après moi un peu ethnocentrée, mais on a beaucoup de thèmes réducteurs. Bien sûr, toutes ces femmes n'ont pas attendu que des concepts comme l'intersectionnalité qui sont très pratiques ou le décolonial. Elles n'ont pas attendu pour exprimer leur point de vue, leur révolte, leur discours transgressif et leurs contradictions dans les phénomènes d'assimilation, de négation des origines et des aliénations. Il n'y a pas seulement des révoltes, il y a aussi un petit peu son contraire et surtout un besoin de liberté pour s'exprimer à tout point de vue. Suite au rejet de la folklorisation exotique de la sensualité des femmes noires ou métisses depuis les négrismes, des avant-gardes des années 20 et 30, on en a parlé avec le Brésil tout à l'heure, et des négritudes en Caraïbes, en Amérique latine, jusqu'aux réflexions postcoloniales, et aux désaliénations identitaires pour arriver aux afroféministes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, le corps de celles qui sont encore perçues comme subalternes, pour citer quand même Spivak, fait l'objet d'un recentrement comme étant l'espace du féminin réprimé. La représentation de la femme à travers son corps, sa voix, ses actions et ses pensées, son paysage créole et sa langue ou ses langues nationales a été également déconstruite pour libérer son image des nombreux clichés réducteurs qu'elle a dû subir au cours de l'histoire. Elle a cessé d'être un objet de contemplation, de désir ou de possession, de prédation, puisque c'est les termes qu'on emploie aujourd'hui, par exemple, l'homme prédateur d'un livre de Françoise Vergès. Et donc, il y a une évolution vers on espère, une perspective décoloniale polyforme. Et bien sûr, cette femme qui devient le sujet de sa propre libération. Donc après, je voulais un peu me faire plaisir, mais je vous mets les citations aussi pour que vous fassiez plaisir. Quelques citations pour introduire ma deuxième partie, qui est plus les auteurs, même si je ne parlerai pas de littérature, avec des personnes très importantes comme Hélène Cixous, que vous connaissez tous, qui, je rappelle, est une des premières féministes françaises, née dans une ancienne colonie française, à entremêler l'écriture et la performance artistique avec certains concepts des études postcoloniales et de genre, et qui nous invite donc à la femme doit se mettre au texte, il faut que la femme s'écrive, pour ceux qui connaissent, c'est très connu, et bien sûr, suivant la proposition, entre autres, de Françoise Vergès, définissant son féminisme décolonial comme un imaginaire utopique et civilisationnel, afin de renouer avec la puissance imaginaire du féminisme, comme présence et comme invitation au rêve émancipateur. Sur cette partie-là, je voulais quand même revenir donc sur
Nancy Morejon, que je vais présenter tout à l'heure, hein, et du dialogue avec les écrivaines afro-américaines, puisque Nancy est très en dialogue depuis longtemps. Hein. Elle a écrit des poèmes en hommage à Angela Davis. Elle a publié avec Kathleen Weaver, pour ceux qui connaissent. Elle connaît très bien Alice Walker et bien d'autres. Hein. Nancy, justement, lors de la réception de son prix au Yari Yari Festival, hein, qui est donc un festival pour écrivaines afro-américaines, elle a dit la chose suivante, je vais le dire en espagnol. Nuestras madres y abuelas, con frecuencia anónimamente, nos han entregado la chispa de la creatividad, la simiente de la flor, que ellas mismas nunca esperaron ver, o la carta sellada que simplemente no pudieron leer. Hein. Donc, donnons la parole aux mères, à nos aïeuls, nos grands-mères, hein, et pour ouvrir la parole, hein, de celles qui ont été longtemps mises sous silence, hein, et surtout la créativité. Donc, quelques voix de Cuba. Je crois que je suis à peu près à 20 minutes, c'est bon, je vais pouvoir ralentir un peu le rythme, excusez-moi si j'étais un petit peu vite. Donc, en 3 mouvements, on va dire, un mouvement plus général et après 2 autres mouvements où je m'attarderai un peu sur Nancy Morejon pour sa partie essai, hein, et pas poésie, et ensuite un autre ouvrage théorique de Romay Guerra. Donc, Cuba est un des pays pionniers dans la recherche sur l'histoire et l'esclavage. Hein. Depuis les premières décennies du XXe siècle, en anthropologie, histoire des cultures et des religions, il s'agissait alors de définir une identité nationale dans sa réelle diversité et d'étudier la formation des peuples et des cultures créoles américaines, et ainsi contribuer à limiter la recrudescence des pratiques discriminatoires et des préjugés raciaux et sociaux. Donc, c'est un long processus. Je m'arrêterai aux 2 dernières décennies, 2000 et 2010. On assiste à une divulgation majeure de certains ouvrages qui datent des années 60 ou plus récents. Hein. Il y a vraiment un intérêt constant sur l'histoire de l'esclavage, des traditions d'origine africaine, des conflits de race, hein, et la condition des Noirs à Cuba. Les auteurs de la génération de Nancy, elle est née en 1944, hein, ou des générations postérieures comme celle de Suleika Romal, qui est à peu près de ma génération, un petit peu plus âgée que moi, sont à l'origine de nombreux discours scientifiques, artistiques, de beaucoup d'expressions. Ces hommes et ces femmes dénoncent l'invisibilité ou la persistance des schémas réducteurs et discriminants, racistes, sexistes ou marginalisants concernant la population noire ou métisse à Cuba. Hein. De nouveau nommées et autodénommées afro-cubaines, hein, même si ça remet un peu en cause ce qui avait été annoncé dans les années 20 et 30 de la négritude cubaine, du négrismo, comme color cubano. Dans cubain, il y a déjà l'africanité et l'hispanité, hein, donc c'était une façon de mettre davantage en valeur cette culture culturelle et hybride, hein, et de toute façon créolisée, rappelons ici, hein, même si j'en parlerai pas puisqu'on rend hommage aux femmes, hein, mais quand même tous ces concepts novateurs avancés sur la créolisation américaine de Alejo Carpentier, Édouard Glissant, Edward Kamau Brathwaite pour la Barbade, qui s'inscrivent, hein, pour les perspectives sur la créolisation dans cette perspective historique et culturelle d'une culture de résistance et du marronnage culturel. Beaucoup de ces scientifiques, dont je reviens à Cuba, qui se sont intéressés à l'africanité de Cuba et au processus réitéré de décolonisation, sont des hommes blancs ou noirs, mais il y a aussi des femmes noires, métisses ou blanches, historiennes, chercheuses de plusieurs disciplines en sciences humaines et sociales, des écrivaines et des artistes qui ont apporté leur part indélébile à l'expression du récit national cubain, de la cubanité revendiquée dans la construction de l'imaginaire collectif tout au long du XXe siècle. Elles aussi, elles ont pu changer les mentalités, pas seulement depuis l'exil, mais aussi de l'intérieur. Donc, il y en a beaucoup d'autres, hein. Leida Oquendo de Casa de África, Natalia Bolívar, bon, je ne peux pas citer tout le monde, je vous en cite une parmi d'autres, des historiennes qui ont travaillé beaucoup sur l'esclavage, la Otra Familia, avec cette citation que je dois passer. Donc, je continue par Daisy Rubiera Castillo. Ce sont des générations de femmes nées à la fin des années 30, début des années 40. Hein. C'est l'auteur d'un livre important, hein, qui annonce un petit peu, pas une rupture, mais disons une évolution. Ici, dans cette nouvelle page, Rita sencillamente, testimonio de una negra cubana nonagenaria, hein, qui a eu le prix Casa las Américas en 97, et qui raconte, hein, à travers le témoignage de la mère de Daisy Rubiera et de sa grand-mère noire toutes deux, leur histoire au féminin, ainsi que celle de la poétesse Georgina Herrera, une autre poétesse importante à Cuba, dans Golpeando la Memoria de 2005. Qui est le témoignage d'une poète cubaine afrodescendiente. Il y a beaucoup d'autres choses, je ne peux pas
je dois passer un petit peu vite. Par exemple, Daisy Rovira Castillo, une historienne, anthropologue qui s'est intéressée, par exemple, dans cette publication, Afro-Cubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales, de 2011, donc consacrée uniquement aux femmes. Mais bien sûr, il y a d'autres ouvrages sur ces questions. Qui s'intéresse donc au rôle des femmes dans les traditions cubaines, parmi les plus connues d'origine africaine, qui est la santeria ou regla de ocha, autour de la construction des mythes, ou de la déconstruction des mythes et des discours de genre ou sur le genre, en étudiant la subordination des femmes auprès de cette religion dans la vie rituelle et les schémas mythologiques qui sous-tendent ces récits mythiques, et les survivances culturelles africaines qui sont aussi marquées bien sûr par la société patriarcale. Je dois passer un petit peu, mais elle renvoie aussi à tout ce travail de la femme esclave, dans le système esclavagiste qui était fortement sexué et genré, sauf pour le travail forcé et les tortures infligées à tout le monde, mais aussi le rôle des femmes dans ce marronnage et aussi le rachat de leur liberté et de la lutte pour leur survie. Un autre hommage que je voudrais faire, une autre cubaine, chercheuse, Ana Cairo, historienne et critique des idées, dans un de ses ouvrages importants où elle rend hommage, Bembe para Cimarrones, de 2005, listé ici, qui s'intéresse donc à plusieurs femmes rebelles, cimarronas, en espagnol cimarrona c'est la négresse marron, même si ça ne se dit pas en français, le nègre marron ça passe bien en espagnol, au féminin, puisque depuis longtemps, en fait, on intègre de plus en plus le rôle de ces femmes qui ont existé historiquement, femmes esclaves ou libres, noires, et aussi des personnages imaginés ou mythifiés dans leur réalité populaire ou dans les lettres. Et donc, avec un symbole, le bembe à Cuba est la fête, non pas sacrée mais profane, des Yoruba et des Congos de Cuba. Donc, pour rendre un peu hommage à cette célébration de la survie et surtout de la persistance dans la reconnaissance de ces traditions et de cette présence noire dans la littérature, la poésie, le théâtre, la danse, la peinture, le cinéma, etc. Il faudrait aussi parler d'autres auteurs, Lilia Cabrera. Je rappelle que Lilia Cabrera était anthropologue et c'était la première à traduire en espagnol le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Il faudrait rappeler Sara Gomez pour le cinéma et le documentaire des années 70 et bien d'autres. Je ne peux pas dire tout le monde. Vous avez ici Exila Saldaña, si ça vous intéresse, sur les plus féministes pour moi, en tout cas de cette époque des années 70-80, qui parle des traditions aussi africaines, des mythes, des contes populaires, et dans une perspective féministe dans la plupart de des poèmes et de ses contes, de libération des corps et de dénonciation des tabous, dont l'inceste et le viol de l'enfant, dans la noche, les préjugés sur la femme noire et les enfants noirs, l'identité, le féminisme et l'écriture dans Mi Nombre. Je vous invite à lire tous ces textes pour ceux qui peuvent lire l'espagnol. On pourrait aussi renvoyer parmi les plus afroféministes actuels, qui est la cinéaste Gloria Rolando, documentariste qui a fait beaucoup de documentaires en vogue à Cuba depuis une vingtaine d'années au moins, et a fait ce fameux documentaire sur la vie de Assata Shakur, l'activiste états-unienne Black Panthers, en asile politique à Cuba depuis la fin des années 70, et bien d'autres. Bon, donc au moins une petite citation de quelques vers de Nancy Morejon, j'y reviendrai après. Donc Nancy est une intellectuelle cubaine qui a toujours depuis les années 60, prôné son africanité, mais aussi son hispanité en tant que cubaine, qui a renvoyé à la négritude caribéenne tout en prolongeant le discours fondateur de Nicolas Guillen, mais en insistant sur la négation ou l'occultation du problème par le biais général d'une politique intégrationniste et bienveillante qui a promu le blanchiment par le métissage depuis le 19e siècle. Donc, je cite parmi de nombreux ouvrages de Nancy, ici, que je vais référencer tout au long de mon travail. Quand elle a reçu le prix national de littérature en 2001, enfin une reconnaissance au niveau national, elle a exprimé tout un discours, et je vous cite ce passage qui est très beau, que je cite dans mon PowerPoint. He buscado sin tregua darle voz a un coro de voces silenciadas
que a través de la historia, mucho más allá de sus orígenes, su raza o su género, renacen en mi idioma. Donc, Nancy Morejon a écrit plusieurs essais, articles, essais sur la littérature et les métissages en Amérique, hein, a fait de nombreuses conférences en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. Elle a beaucoup insisté sur l'importance des racines africaines dans la région, de la Caraïbe notamment. Afroamérica, la Invisible, les dates de 92. Elle a écrit un article Imago y Escritura de la Mujer Negra, hein, sur la littérature cubaine. C'était une conférence à l'époque prononcée en 96 et qu'elle a réédité dans ses essais de 2005. Hein. Elle parle donc bien sûr de toute une histoire culturelle que je ne peux pas préciser en détail, hein, mais elle parle d'une insatisfaction, une inconformité, on en reparlera tout à l'heure, hein, celle de l'Afro-Amérique, l'invisible, entre guillemets, hein, entre points d'interrogation, parce que elle ne retrouve pas tout son expérience à elle en tant que femme noire ou métisse, hein, autour de la littérature écrite par des Noirs ou sur des Noirs dans notre Amérique, hein, avec la citation suivante autour de l'histoire caribéenne qui ne peut pas être reconnue dans son essence pleine et totale si on évacue l'esclavage et toutes ces cultures noires qui se sont aussi écrites et formées au cours de cette histoire coloniale et postcoloniale. Elle explique, Nancy Morejon, que la femme noire fut longtemps associée à sa sensualité, traitée comme superficielle, emmurée dans cette image par une société postcoloniale divisée en classes dominantes et dominées, hiérarchisée. Coloniale à Cuba, c'est jusqu'à la fin du 19e siècle, hein, et postcoloniale, c'est 20e siècle, hein, pour la Deuxième République. Hein. Donc, ces classes dominantes et dominées hiérarchisées racialement et génériquement. On ne considérait pas ces femmes et leurs descendants ou descendantes comme des êtres aptes à l'amour, au mariage ou pour fonder une famille, mais seulement faites pour le sexe. Selon Morejon, les phénomènes de la déculturation en Amérique, de l'assimilation culturelle et de l'aliénation sociale ont abouti à la déshumanisation totale chez la femme esclave et afrodescendante, menant à une perte identitaire au plus profond de son être intime. Et vous avez ici la citation qui est très forte, hein, degradadas hasta lo indecible, estereotipadas hasta la crueldad, la mujer negra y la mulata se miran en un mismo espejo de inferioridad programada. Bon, il me semble que les termes pour le français peuvent être compris. Hein. Je ne traduis pas. Les poèmes de Nancy, donc je n'ai pas le temps de développer, hein, autour de l'histoire coloniale ou postcoloniale, réimaginée au féminin, hein, mettent en scène des paradigmes, hein, de cette résistance au féminin avec des métaphorisations de l'espace, la mythisation des héros et des héroïnes, bien entendu. Hein. Je vous renvoie à deux ouvrages que vous avez ici dans mon PowerPoint. Hein. Un ouvrage en espagnol de Juana María Cordonescu, qui est la spécialiste de Nancy Morejon, hein, écrit en espagnol, avec aussi des articles en anglais pour la Afro-Hispanic Review. Hein. Nancy est connue aux États-Unis. Hein. Et aussi un de mes derniers ouvrages, là c'est article pardon, de la revue Clisol. Donc là c'est un autre numéro, le numéro 11 que je salue, hein, qui est très beau, Imaginaire et poétique du corps sous la direction de Françoise Aubès et Caroline Lepage. Donc, je dis justement, le corps féminin, noir, métissé, créolisé est un espace mémoriel insularisé, tel un lieu de mémoire dans une île, Cuba, et une région, la Caraïbe, qui porte encore les stigmates d'une colonialité ancrée dans les représentations sociales et culturelles, encore non déracialisées, hein, sans cesse perçues comme fragmentées, souvent déconstruites en contre-discours des clichés et des images de domination de l'hétéropatriarcat. Il est présenté ici dans une perspective féministe et décolonisatrice pour lui rendre son intégrité et redonner vie à son humanité, entre autres. Donc, je passe un petit peu, mais enfin, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Le travail de Nancy a vraiment, il y a tout un travail intertextuel que je ne peux pas préciser, mais au-delà de son engagement dans plusieurs aspects, hein, de la lutte contre les injustices, il y a vraiment toute une élaboration de la déconstruction des mythes racistes ou sexistes, hein, bien sûr dans le but de réduire le poids des préjugés, hein, mais aussi de se construire un véritable paysage poétique, hein, du passé au présent. Alors, je finirai ma section par une autre personne, Zuleika Romay Guerra,
c'est pour vous ayez des citations, parce que là, c'est un ouvrage qui est vraiment consacré à une étude sociologique sur l'essai, l'étude des idées. C'est un essai Elogio del Alte et las paradojas de la racialidad, les paradoxes de la racialité, qui a eu le prix CASA en 2012. Et qui a été suivi de l'ouvrage suivant, Cepos de la memoria, les carcans de la mémoire, Impronta de la esclavitud en el imaginario social cubano de 2015, qui sont le résultat de recherches sur le terrain concernant, à travers des enquêtes et bien sûr des lectures donc, que je vais commenter, autour des représentations sociales identitaires des afrodescendants à Cuba. Donc l'étude de Romaille analyse l'image des afrodescendants véhiculés dans la mémoire collective et leur stratégie sociale et psychologique face au passé colonial, perçu comme traumatisme à effacer, mais présent dans les mentalités à travers les préjugés réactivés sans cesse face aux inégalités subies sur de longues périodes et au racisme divers de race, genre et classe. Sa réflexion, celle de Romaille, étayée par une riche biographie critique provenant tant de la sociologie que des études postcoloniales et subalternes, tente de mettre en exergue avec rigueur, lucidité et parfois une touche d'ironie provocante les allers-retours de la psyché sociale cubaine, de l'aliénation identitaire et culturelle parfois encore perceptible qui ne permet pas de faire aboutir ce qu'elle appelle la déracialisation totale des schémas de représentation et des comportements. Romaille s'attaque aussi aux politiques officielles, aux contradictions et aux paradoxes parfois amèrement constatés jusque dans les milieux scientifiques et intellectuels. Elle aborde sans détour les thèmes de la race, identité, société et genre à Cuba, sans évacuer les polémiques autour de l'inégalité ou du racisme, de la colonie, c'est-à-dire l'époque coloniale, jusqu'à la période révolutionnaire actuelle, et trouve paradoxal le fait d'avoir encore à en parler comme spécificité définissant les sociétés postcoloniales par le biais du concept de racialidad. Donc, à l'instar de Nancy Morillón, Joaquina Herrera, Exilia Saldana, Daisy Rovira Castillo, c'est la cubaine, Romaille Guerra s'inscrit pleinement dans ce féminisme de fin de siècle qui revendique le lieu de mémoire au sein de la famille par la matrifocalité et une autre vocalité aspirant à la libération des mémoires aliénées par la parole, par l'action familiale et sociale, par la présence du corps libéré de la sexualité revendiquée. Donc là, elle s'intéresse, bon, je passe un peu sur l'afroféminisme des colonisateurs, on en a parlé un petit peu. Elle lamente l'absence dans les ouvrages d'histoire nationale à Cuba de figures de Noirs, mais aussi de figures féminines dans la mémoire historique. Vous avez ici une citation. Donc les Noirs pas assez présents selon elle, et les femmes encore moins, malgré des moments clés importants, je passerai. Zuleika Romaille, cependant, affirme le haut niveau de Cuba par rapport à l'Amérique latine, même l'Europe, concernant les efforts et les réussites dans l'éducation, les sciences et la culture, la justice sociale et l'équité raciale à Cuba. Elle souligne néanmoins l'insuffisance, cette fameuse inconformidad, inconformité, excusez-moi, je ne sais pas si c'est non-conformité en français, et le manque de visibilité de ces questions racistes, préjugés, discrimination dans les mentalités. Selon elle, les sujets discriminés se cloisonnent dans les espaces resserrés et fermés de la famille, car le refus d'affronter la réalité fait perdurer le préjugé et accentue sa portée, ainsi que l'aliénation raciale et le manque d'estime de soi. Donc là, je crois qu'il me reste que 5 ou 6 minutes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, au moins cette partie-là, pour introduire la citation que je trouve très intéressante. Dans l'introduction de cet ouvrage, du premier, qui est le plus consistant, de 2012, la chercheuse projetant son identité personnelle sur celle de l'argumentation scientifique, comme pour en accentuer le besoin de légitimité, elle se dit cubaine et noire, et se remémore son expérience des propos discriminatoires au quotidien qu'elle a subis durant sa scolarité, sa vie sociale et professionnelle à Cuba et à l'étranger. Elle évoque le parcours personnel de ses parents et ses grands-parents, de ses ancêtres, avec beaucoup d'émotion, mais aussi de fermeté quand il s'agit de prôner une révolution dans la révolution, c'est-à-dire avec majuscule, le système actuel, quant à l'éradication de ces stéréotypes, tant chez le discriminé, qui est aliéné, humilié, silencieux, qui s'enferme dans un processus de victimisation, mais aussi chez le discriminant, qu'il soit blanc, métis ou parfois noir aussi, le raciste aliéné dans sa prétendue supériorité. La pensée blanche, je me permets de citer Lilian Thuram de son ouvrage de 2020.
Pour revenir à Suleika Romay, les sujets sociaux reproduisent passivement au quotidien, de génération en génération, les schémas de représentation discriminants, par exemple dans l'emploi de surnoms, negrito, mulatique, etc., la référence contente aux cheveux, pelo bueno, pelo malo, dans l'expression méprisante ou sarcastique, negro tenía que ser, donc tout des pratiques racistes finalement intégrées dans les comportements, les mentalités, le langage, etc. Donc il y a toute une étude là-dessus. Je ne peux pas aller en détail, mais je vous invite à lire si vous y arrivez. Je vais essayer de le remettre comme il faut. Lire à partir de la diapo actuelle. Voilà, hein, 46 años. Hein, donc là, c'est une citation un petit peu longue, mais c'est intéressant, où elle se souvient de son, je pense, son arrière-grand-mère, hein, dans son enfance. Donc l'enfance de Suleika Romay, elle se souvient de son arrière-grand-mère qui avait été esclave enfant, hein, et qui, puisque l'esclavage a été aboli définitivement à Cuba en 1886, hein, qui a été victime d'Alzheimer dans ses vieux jours et qui se rappelait de son enfance, et donc elle mettait des cris d'horreur la nuit parce qu'elle croyait qu'elle allait être battue et fouettée. Puisqu'elle se remettait à l'époque du barracón, de la grande case à esclaves, et des tortures subies par hommes et femmes et enfants, entre autres. Bien, je termine par l'autre ouvrage qui est aussi encore accessible, c'est Poser la mémoire, laisser poser les carcans, hein, cet instrument de torture, de supplice, de punition que subissaient les esclaves et les fugitifs. Hein. Celui de l'esclavage, donc là comme élément symbolique, proposé avec cette métaphore par Suleika Romay, hein, les carcans de la mémoire, hein, donc avec quelques citations que vous pouvez lire, hein, et donc elle étudie beaucoup de choses et constate effectivement qu'aujourd'hui encore, dans les familles noires ou métisses, hein, on a du mal à retrouver dans les brumes du passé, hein, de se rappeler d'un aïeul esclave. Hein. On peut, à la rigueur, se rappeler du cimarron, du nègre marron, du fugitif, celui qui a lutté, hein, qui a essayé de se libérer et qui a organisé, il y a eu des guerres, des cimarronas à Cuba, hein, importantes, comme dans toute la Caraïbe. Hein. Et on a du mal à un peu, on a essayé d'évacuer, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays de la Caraïbe, ces questions-là qui reviennent sur le devant de la scène de plus en plus. Hein. Elle évoque beaucoup de gens. Bon, il y a tout un travail sur l'histoire cubaine et latino-américaine. Elle renvoie à des gens très importants, non seulement Frantz Fanon, pour la pensée décolonisatrice, hein, mais aussi René Depès, qu'il faudrait relire. Aujourd'hui, Bonjour et de la négritude, c'est un des premiers à s'intéresser à toute l'Amérique, pas seulement celle du Nord, mais aussi celle du Sud et la Caraïbe, dans toutes les langues. Césaire, bien sûr, Retamar et sa remythification de Caliban, le nègre révolté des années 70, etc., etc. Je dois passer, excusez-moi, depuis José Martí, le poète cubain de la fin du 19e siècle, jusqu'à Fernando Ortiz, on est dans les années 30-40, hein, pour lesquels les races n'existaient pas, mais des couleurs et des tonalités de genre, et qu'il fallait condamner, bien sûr, le racisme et la ségrégation qui devenait de plus en plus importante pendant toute la période de la républicaine à Cuba, du début du siècle jusqu'à la période révolutionnaire, mais qui a continué après. Bon, c'est ce qu'analyse Romay Guerra dans d'autres formes de mentalité. Elle s'intéresse à la racialidad, à la colonialidad. Elle cite Aníbal Quijano, puisqu'on est en Amérique latine, tous les concepts autour de la racialidad, mais aussi de la pensée moderne. Hein, Enrique Dussel, pour les penseurs latino-américains qui sont intéressés à ces cultures hybrides et à tous ces phénomènes autour de la décolonialité. Donc, je termine. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je m'excuse. Donc, peut-être m'intéresser à ces dernières citations. Donc, la vision androcentrée et eurocentrique de l'histoire des idées transnationales et transcontinentales et de leur représentation associée, des processus d'infériorisation et leurs répercussions dans les mentalités, d'après les enquêtes de Romay, qui sont héritées de l'aliénation coloniale et de ces contradictions, ne sont toujours pas résolues aujourd'hui à Cuba par les politiques intégratrices marxistes de la révolution cubaine socialiste. Hein. Vous avez ici une citation en parlant un petit peu du dogmatisme et c'est de besoin qui s'explique aussi pour des raisons historiques et politiques, bien entendu, d'une notion d'égalité sociale, économique, sexuelle et raciale, hein, mais aussi autour de l'unité raciale. Hein. Et Suleika Romay s'interroge logiquement sur le pourquoi de la survie, comme beaucoup d'autres, hein, quelques-uns en tout cas, du racisme et des préjugés, hein, malgré toutes ces politiques d'intégration et des droits obtenus. Hein.
Elle redonne à la fin de son ouvrage, là le deuxième, autour de la colonialidad, puisque ce sont des thèmes qu'on retrouve de plus en plus, donc comme une culture de la simulation et du fingimiento. On fait semblant d'être libre, moderne, beau. Black is beautiful. Et elle évoque quand même le fait que les Noirs et les Métis à Cuba n'ont pas fini de secouer les chaînes de l'esclavage, et surtout des conséquences qui continuent encore aujourd'hui de cette colonialité. Elle soutient qu'il ne faut pas sous-estimer le contrepoids des modes de vie et de culture hérités sur le projet social, toujours en construction, et continue d'agir pour le futur en vue d'une, je cite Romay, desracialisation totale de la relation sociale. Donc, elle s'interroge sur des concepts aussi, sur lesquels certains d'entre vous se sont interrogés, néo, post, trans, racisme. Bon, comme le racisme est toujours là, moi j'ai toujours du mal à utiliser tous ces termes de post-colonialisme, le colonialisme est toujours là, le trans, etc. Ces sociétés post-raciales, est-ce qu'on peut parler de sociétés post-raciales, puisque la colonialité est partout, et la racialité aussi. Et donc, en fin d'ouvrage, avec cette citation qui est un petit peu triste, mais c'est ça aussi, de l'esclavage de la couleur à Cuba, on n'est pas encore délivré, comme d'autres pays qui partagent avec nous ce passé de contrebande humaine et de mise en esclavage. Pour ne pas finir sur ce terrible mot de mise en esclavage, je renvoie à Nancy Monehong. Elle a, l'année dernière, publié un très beau livre qui s'appelle Madrigal para un príncipe negro, qu'elle a écrit suite aux événements de mai 2020 et l'assassinat de George Floyd, et de tout le mouvement qui a eu lieu. Donc, elle rend hommage au Black Lives Matter, mais aussi à toute une tradition de dialogue interculturel entre Cuba et la Ligue des Noirs aux États-Unis. Merci. Merci Sandra. Alors, voilà, parfait. J'allais sur le partage d'écran. Merci beaucoup pour voilà, cette vision d'ensemble voilà, qui nous permet de réfléchir aussi au rapport entre les États-Unis et l'Amérique latine et aux influences réciproques, aux liens qui ont pu se créer. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, moi, j'avais déjà une question, Sandra, sur, parce que comme on aborde quand même les choses depuis une perspective transaméricaine, je voulais savoir ce qu'on pouvait mettre en évidence, s'il y avait une spécificité de l'afroféminisme créolophone. Lorsqu'on parle d'Amérique, on parle aussi de la Caraïbe, et il y a toute la Caraïbe créolophone. Alors, donc créolophone, dans ceux qui parlent créole, donc Haïti, parce qu'il y a des créoles aussi dans les pays anglophones, anglo-américains, dans les pays néerlandais. Certainement, là, je ne peux pas vous répondre, peut-être dans certains ouvrages de certaines de mes collègues qui travaillent sur la Caraïbe francophone, que j'ai mis en exergue ici, il faudrait aller voir. Mais je pense que justement, c'est aussi l'apport de la lutte intersectionnelle, c'est que justement, suite au poids des militantes plutôt afro-américaines des États-Unis, il y a cette volonté justement de ne pas trop sectionner, mais d'aller sur toutes les dimensions interculturelles, donc Caraïbes, créolophones, anglophones, hispanophones, etc. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes images depuis les négritudes, le Black Lightning jusqu'à aujourd'hui, plutôt centré sur la femme. Et bien sûr, il y a, moi j'en ai connu quelques-unes que j'ai étudiées il y a longtemps déjà, mais dans les années 90-2000, il y avait un boom par exemple en Jamaïque, de ces femmes qui parlaient dans un anglo-créole, on va dire, certes anglais standard, mais un peu éloigné des standards. La même chose créolophone. J'avoue que je connais plus des auteurs créolophones de Martinique ou de Guadeloupe et beaucoup moins de femmes. Il y a eu bien sûr Dany Bébé-Gisbert qui a eu un rôle très important pour un petit peu le travail sur l'oralité et les contes populaires, etc. Même Ina Césaire, etc.
Maintenant, en tant qu'expression d'une femme créolophone, peut-être en La Réunion, c'est possible, hein. Je pense parce que c'est associé aussi à la musique, aux traditions orales, musicales et populaires, hein. Mais maintenant, au niveau théorique, qu'il y aurait une spécificité dans l'ère créolophone, hein, c'est-à-dire qu'il s'exprime en créole, parce qu'en français, c'est clair, hein. Il y en a effectivement, il y a beaucoup de liens, hein, entre ces féministes, afroféministes, c'est ce que dit Amandine Gay dans l'introduction à J'ai oublié celui-là. Celui-ci de Bell Hooks, ne suis-je pas une femme, donc c'est la traduction de Bell Hooks, hein, de son parcours sur les femmes noires et féministes, et tout un travail sur les black feminism, hein, mais comment c'est repris par la France, en tout cas en France, il y a plusieurs françaises actuelles qui s'en emparent, hein, et vous avez l'introduction de Amandine Gay qui renvoie beaucoup donc à cette sororité des afrodescendantes, hein. Alors, donc, elle inclut tous ces pays de langue française et anglophone, hein, mais elle nous oublie un peu pour l'Amérique latine, hein, c'est dommage, hein. Pas par mépris, je pense, mais parce qu'on ne connaît pas assez, il n'y a pas assez de mélange, on va dire, hein. Mais s'il y avait une approche créolophone, elle est très toujours, hein, parce que c'est les mêmes problèmes, hein, qu'on retrouve partout, hein. Pour moi, c'est un petit peu différent, je ne vais pas entrer dans le débat, sinon je vais me faire couper la tête, comme on dit, c'est pas très bienvenu, mais bon, c'est un peu le cas aux États-Unis, hein, mais ce n'est pas les États-Unis qui ont imposé leur contexte, ce sont les femmes de l'intérieur de la Caraïbe, de Cuba, d'Amérique latine, de Colombie ou d'ailleurs, hein, qui se sont appropriées parce qu'elles luttent au quotidien et il y a des romancières, des poètes, des artistes qui travaillent ces questions-là depuis bien longtemps, hein. Donc certaines ont lu tous ces débats afro-féministes, LGBT, etc., hein, et qui combinent toutes ces formes de lutte, mais je pense que s'il y avait vraiment une intersectionnalité vraiment réelle dans les pratiques autour du genre et de l'africanité ou de l'afro-amérique, c'est Angela Davis, hein. Bon, moi, je suis une vieille, excusez-moi, c'est peut-être vieux dans le temps, mais moi, je l'ai revue dans les années 2000, hein, cette dame, et 2000 récemment, et elle est toujours très active, et je pense que ce qu'elle a annoncé il y a 40 ans, quand même en 81, c'est toujours d'actualité, enfin pour une grande partie malheureusement, hein. Mais en tout cas, il y a du travail de fait, hein. Voilà, je ne sais pas si c'était ta question, excuse-moi, je suis un peu partie dans les... Merci. Merci beaucoup, Sandra. Alors, je crois que Jean-Paul avait une question, me semble-t-il. Oui, oui, merci Joséphine et merci beaucoup Sandra pour votre conférence plénière. J'aurais voulu savoir en fait dans le panorama que vous dressez, la généalogie des afroféminismes à Cuba, mais finalement avec aussi une perspective internationale, transnationale, globale. Si spécifiquement pour l'afroféminisme à Cuba, la place que éventuellement pouvait occuper une revendication, peut-être une théorisation aussi, depuis un point de vue lesbien. Je pose cette question évidemment depuis mon propre point de vue d'américaniste, nord-américaniste, pardon, c'est le lapsus ou l'incomplétude trahit peut-être une tentation impérialiste, parce que dans l'afroféminisme états-unien, bien sûr, la contribution au débat théorique, mais aussi aux pratiques, aux orientations des luttes féministes de la part de la communauté lesbienne et gay aussi, peut-être plus dans les années 80 et 90 pour les gays, était très importante. Alors je me demandais en fait si c'était pertinent, cette question, dans le contexte que vous étudiez, et le cas échéant, si ça avait eu un impact sur aussi une réflexion sur la catégorisation des sexualités. Et la deuxième question que j'avais, si je peux me permettre, elle porte plus sur la circulation des savoirs
sur les conditions de production des savoirs féministes et des savoirs afroféministes. Et j'ai été frappé quand vous parliez de Nancy Morejon, je crois, de ce titre et de ce que vous disiez de son ouvrage ou d'une conférence, je ne sais pas, qui portait le titre Afro-America, la invisible, si je ne me trompe pas. Et je me demandais en fait si, depuis votre point de vue, dans le travail que vous faites, si ce questionnement sur l'invisibilité ou l'invisibilisation de l'Afro-Amérique dans le contexte cubain avait pu vous conduire à vous interroger aussi sur la généalogie de l'afroféminisme comme objet d'étude en France, et le fait que on se tourne peut-être plus volontiers vers l'Amérique du Nord, très certainement la Caraïbe francophone, mais l'Amérique du Nord, peut-être l'Amérique latine aussi, et qu'il y a toute une partie de l'histoire et de l'historiographie afroféministe française qui est frappée de cette même invisibilité que vous signaliez au sujet de l'afroféminisme à Cuba. Et je trouve que c'est très intéressant, c'était le point que vous souligniez dans votre échange avec Joséphine, qu'on se tourne vers l'extérieur et que finalement, au sein même du cadre national, ces questions fassent l'objet d'un silence très lourd. Voilà. Oui, je vous remercie. Je vais vous répondre en plusieurs aspects. Alors, quand même préciser, parce que j'étais peut-être un peu vite, donc quand elle a écrit ce texte en 1992, Afro-América, la Invisible, c'était par rapport aux célébrations du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Donc, toute cette perspective, alors c'est peut-être cette invisibilité, la présence des Noirs en Amérique, pas seulement à Cuba. Maintenant, l'afroféminisme, c'est quand même quelque chose d'assez marginal à Cuba, à travers quelques-unes de ces figures. Certaines se réclament afroféministes, mais pas toutes. En tout cas, pour les féministes, oui. Dans tous les ouvrages féministes de personnes jeunes ou moins jeunes qui travaillent sur les féminismes à Cuba, il y a une présence afro-américaine importante. Et c'est toute cette perspective, mais elle est inclue dans une perspective nationale. Mais effectivement, de l'extérieur, ces gens comme Nancy Morejon et même d'autres ont été beaucoup reconnus aux États-Unis. Dans cette approche afroféministe, alors que ce n'est pas uniquement le seul point d'ancrage de leur œuvre. Ils travaillent aussi sur beaucoup d'autres choses, l'insularité, l'intertextualité, etc. Donc, si vous voulez, la circulation des savoirs féministes et afroféministes circule, même sur l'afro-américanité, ça circule depuis très longtemps, il y a des débats, mais ça reste quand même... je pense qu'elles ont réussi à faire évoluer les choses, mais pas que elles, du point de vue de la femme, mais aussi des hommes et de tout ce qui se fait autour de l'historiographie à Cuba. Donc, quand on parle d'invisibilité, c'est au niveau de l'assimilation de cette histoire nationale, de cette histoire culturelle, mais aussi dans la projection qu'on peut en faire au quotidien. Puisque dans les pratiques au quotidien, eh bien, il y a encore des reproductions de schémas raciaux, etc. Par exemple, je l'ai zappé parce que je n'ai pas pu, mais quand vous parlez effectivement des mouvements LGBT, donc à Cuba, ça reste minorisé, mais il y a une mouvance très importante qui est très reconnue. Mais il y a beaucoup de blogs. La spécialiste de cette question, c'est Maya Anderson, ma collègue du GRIEL, et qui a travaillé, qui a fait sa thèse sur des blogs de femmes noires cubaines, dont un blog très actif, Negra Cubana Tenía que Ser, je vous enverrai les références, de Sandra Abdala Alvarez, il y en a d'autres, Silvia Portales, il y a des blogs, il y a toute une mouvance un petit peu de femmes qui luttent aussi pour la reconnaissance de leur lesbianité, mais aussi d'autres choses, au niveau de l'afro-lesbianisme, si je puis m'exprimer ainsi, il y a quand même toute une mouvance qui est un petit peu marginalisée, mais qui est de plus en plus reconnue, puisque ces gens-là peuvent publier, pour certains à Cuba, dans des ouvrages très référencés, ou par des blogs permis, autorisés ou pas d'ailleurs, ou de l'extérieur ou de l'île. Mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment une unité. Moi, j'ai parlé afroféminisme parce que c'est un terme très intéressant et qui est très
en vogue aujourd'hui ici en France, hein, et ailleurs. Mais à Cuba, cet afro-féminisme, certains l'utilisent, comme Daisy Rovira Castillo, qui est une femme qui est quand même une historienne âgée, mais qui maintenant est une des seules qui revendique ce afroféminisme. Hein. Je suis sûre que Nancy, bon, elle s'intègre, mais sans trop s'intégrer, enfin, parce qu'il n'y a pas que ça, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas une lutte seulement au niveau du droit des femmes, ou du féminisme, ou de l'africanité, ou de la lutte contre l'oppression et le racisme, mais aussi d'autres domaines de réflexion que veulent ces écrivaines veulent être légitimées en tant qu'écrivaines, pas seulement en tant que noires ou en tant que lesbiennes ou en tant que femmes racisées, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il y a une ambiguïté, hein, c'est un petit peu cette inconformité, non-conformité avec certains textes, même, et elle retrouve hein, chez celle qui est un petit peu plus radicale, la dernière, Romaï, hein, avec ses carcans de la mémoire. Donc, elle s'intéresse aux textes des grands fondateurs, hein, François Fanon, Aimé Césaire, De Pest, etc., où la femme est inclue avec les hommes. Il y a moins cette... donc, forcément, encore moins ce qui a été longtemps marginalisé à Cuba, l'homosexualité. Hein, mais depuis une vingtaine d'années, quand même, il y a des progrès, on va dire. Parce que tous ces gens-là voyagent, hein, ce n'est pas que des gens refermés dans leur contexte, ils s'intéressent aux autres langues. Il y a le prix Casas América qui permet à tous ces intellectuels de rencontrer des Latino-Américains, des Caribéens, anglophones, francophones, créolophones, hein, et des Européens, des Nord-Américains. Hein. Merci. Bon, merci Sandra pour cette conférence si consistante, si transaméricaine, transcaribéenne. Bon, à propos de ces questions de théorisation d'un afroféminisme, étant donné la perception que je peux avoir hein, en tant que cubaniste, mais aussi comme toi, comme quelqu'un qui connaît un peu comment se pense la Caraïbe, il me semble que c'est quand même à travers la littérature que se fait cette expression de l'intersectionnalité, plus que par un travail de théorisation systématique qui probablement va se faire, mais le mouvement s'est mis en route, à mon avis, ou parce que je connais, par la littérature. Tu as fait référence aux sœurs Nardal. Je signale, j'en parle toujours avec émotion, je signale au passage que quand j'étais au lycée à la Martinique, mon proviseur, le proviseur du lycée était Paulette Nardal, qui était donc cette grande intellectuelle. C'est pour toi que je l'ai cité, hein, c'est pour toi. Qui a étudié à la Sorbonne et qui était intégrée dans ce groupe des penseurs de la négritude et qui a été un petit peu, qui est resté un peu invisibilisé pendant de nombreuses années. Et il n'y a que très peu de temps qu'on s'intéresse vraiment à cette figure, à cette grande figure intellectuelle. Et donc, comment elle se percevait, évidemment, comme femme noire, mais je ne suis pas sûre, je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté de revendication féministe au sens où nous l'entendons. Hein. Elle se ressentait comme femme, mais pas comme une militante du féminisme. Et puis, je crois que par la suite, donc, il y a toute cette littérature, Simone Schwarzbart, toutes ces grandes écrivaines de la Caraïbe francophone qui se sont mises à écrire et qui ont mis au cœur de leur travail littéraire cet imaginaire de la femme esclave, d'origine esclave, soumise à la domination sexuelle du maître. Hein, ça a été un grand thème de la littérature caribéenne, transcaribéenne, je dirais. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des écrivaines. Bon, tu as cité Gisèle Pineau. Je pense à ma collègue Corinne Mancé-Caster. Quand on lit ses romans,
il y a cette problématique qui est toujours très forte. Et je pense qu'elle écrit de la fiction, mais il y a aussi une pensée, hein, une pensée de la femme, du destin de la femme dans ces sociétés toujours, hein, frappées au sceau, hein, de cette colonialité. Bon. Et donc, voilà, ce que je dirais, ma réflexion, ce serait ça. Ce serait que c'est par le biais, plutôt par de la littérature, que ces idées ont été mises dans une espèce de communauté, hein. On parlait de communauté de destin tout à l'heure. Il y a une vision d'une communauté de destin, d'une condition de la femme soumise et héritière, hein, d'un destin de femme d'origine esclave, de femmes dominées par une tradition de l'esclavage, du maître, et aussi des hommes qui reproduisent certains comportements, et cette théorisation, d'une théorisation qui serait, comment dire, d'ordre spéculatif, hein, je ne parle plus de la littérature, ce travail-là, un travail d'ensemble, d'entrelacement, reste encore à faire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi, hein. Donc moi, j'ai juste appliqué la poétique de la relation de Glissant, hein, mais effectivement, les liens se font, hein, entre ces femmes, les paysages, les cultures et certains non-accès aux droits légitimes, hein. Et il y a tout un travail qui passe par la légitimation, par l'écriture, hein. Donc effectivement, il y a plus de choses dites dans les poèmes, dans les textes ou dans les œuvres plastiques, puisqu'il y a toute une créativité dont on parlait au début de ces femmes-là, hein. Peut-être pas encore assez reconnues, encore moins théorisées, mais effectivement, il y a des questionnements, hein, et une présence. C'est ça qu'il faut aussi artistique, hein. Parce que les femmes doivent aussi lutter pour être reconnues en tant qu'écrivaines, en tant que penseurs, en tant que théoriciennes, pourquoi pas, hein. Je vois une question de Camille Rioux sur le chat. Oui, c'est sûr. Je me demandais ce que vous pensiez de la vision très optimiste de la révolution cubaine dans l'autobiographie d'Angela Davis. C'est-à-dire qu'Angela Davis a été accueillie à Cuba. Bon, déjà, il y a eu des Black Panthers dès le début, hein. Il y a eu plusieurs mouvements au début de la Révolution. Même Fidel Castro, à tout début, est allé à New York, il a rencontré Michael Mackey, etc., hein. Donc, Angela Davis, quand elle va à Cuba se réfugier, hein, elle est poursuivie, rappelez-vous, on est dans les années 70, hein, et elle a écrit son autobiographie juste après, hein. Donc, il y avait une adhésion, hein, de beaucoup de mouvements révolutionnaires, que ce soit sur des Noirs américains ou d'ailleurs, hein. Donc, effectivement, elle a une vision très optimiste, hein, et même quand on lit certains de ses ouvrages encore aujourd'hui, donc là, on ne parle plus de Cuba, c'est un petit peu, je pense qu'il y a eu un rejet de certaines choses, hein, effectivement, depuis pas mal d'années, même à Cuba, hein, mais elle reste un pilier, en tout cas, de la représentation d'une figure révolutionnaire, parmi d'autres, hein, à Cuba et depuis Cuba, hein. Après, je n'ai pas parlé directement avec Madame Davis, hein, mais avec des Cubaines qui la connaissent bien et qui, effectivement, comprennent, hein, pourquoi il y a une distanciation, hein, d'Angela Davis avec ce qui a pu se passer après, hein, ou plus tard, hein. Voilà, mais elle y croyait beaucoup à ce moment-là, Angela Davis, et beaucoup d'autres aussi, hein. Et elle y croit encore, d'ailleurs. Alors, bon, il est presque 6h moins le quart, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut en effet passer à ce petit moment de transition vers un au revoir en concluant le colloque. Donc peut-être j'invite tous les co-organisateurs à allumer leur caméra, à venir virtuellement ensemble
Et peut-être je peux commencer à prendre la parole et puis ensuite chacun pourra ajouter quelque chose, car j'oublierai sûrement de dire beaucoup de choses et je ne dirai pas tout à dessein. Donc, tout simplement, déjà, je voulais commencer par évidemment remercier tout le monde sans qui ce colloque aurait été impossible à faire et tout le monde, évidemment, c'est tous les co-organisateurs, mais je ne devrais pas dire ça. Mais d'abord, tous les participants et les participantes, les présidents et les présidentes d'ateliers qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Avec avec le Zoom, on voit comme il est important c'est un c'est un moment clé et vraiment je trouve que ça s'est passé très, très bien. Donc merci, merci 1000 fois et évidemment, on remercie de nouveau tous nos partenaires, hein. Je vais juste citer les universités, IDEA, l'université Gustave Eiffel, l'université de Nanterre. C'est pareil, je suis peut-être pas aux normes au niveau des noms d'universités, l'université, UPEC et quelqu'un parle, non? L'université, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'UPEC, donc Université Paris-Est, Créteil. Voilà et Nanterre, je l'ai dit, mais comme on a 2 partenaires Nanterre, je le dis 2 fois. Donc voilà et puis évidemment le public, hein. On a au dernier recensement, on avait plus de 300 personnes inscrites, donc ce qui est vraiment très, 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 plaisant puisque cela confirme que le sujet, compte, que les gens, s'y intéressent. On avait entre peut-être à peu près au plus fort, 70 personnes, 80 personnes, de présentes, donc c'est vraiment, l'avantage de Zoom aussi, hein, il faut le dire. Heu, on a pu vraiment échanger de façon très riche et je pense que ça montre bien le potentiel de l'approche, transaréale comme on dit à IDEA, donc ou plus modestement transversale et transdisciplinaire. Et je pense qu'on a voyagé d'enquêtes de terrain, des réflexions théoriques et qui ont montré que, la dynamique est bien en effet complexe entre genre, sexualité et racialisation et que c'est aussi peut-être indispensable aujourd'hui pour comprendre, les Amériques de façon, dynamique. Comme l'a rappelé, lors de la première conférence plénière E.P. Johnson, il semble que chaque positionnement critique doit servir à mettre en avant une sorte d'équilibre éphémère, précaire, d'où émerge une performance collective. Et peut-être que justement, c'est aussi ce que nous avons tenté de faire avec ce colloque, une performance collective avec chacun et chacune nos voix singulières. Et je pense que ce colloque a aidé peut-être à construire des propositions d'intervention sociale, politique, artistique et universitaire, évidemment, pour réfléchir sur les combats contre les processus de dossification, de normalisation qui font toujours violence contre les minorités et les minorisés, je préfère, aujourd'hui. Et ceci a peut-être été très bien illustré par le deuxième temps fort du spectacle de Renata qui je crois a fait écho non seulement à toutes les communications sur le Brésil, à toutes les communications et la réflexion sur les études trans, mais je dirais dans beaucoup d'autres communications aussi et nous a montré comment de nouveaux axes d'action, d'activisme, comme on dit, rejoignent l'urgence d'intervenir et d'imaginer autour d'une reformulation épistémologique cis trans qui entre bien en résonance avec les recherches queer, féministes, raciales et postcoloniales qui ont nourri, je crois, tous nos débats. Comme l'a résumé Jean-Paul Rocky, que je tiens ici à remercier particulièrement pour sa constance dans des questions toujours pertinentes, et à la fois, et en même temps, je pense aussi, que quelque part ce colloque et ça c'est vraiment ma conclusion personnelle, peut-être fait un lien aussi avec un colloque qui avait eu lieu en 2011, hein, organisé par Jean-Paul Rocky, sur, Black States of Desire et je pense qu'il y a beaucoup de liens qui peuvent faire écho à ce colloque. Et donc, je me permets d'emprunter à Jean-Paul Rocky donc,
ce qu'il a suggéré comme étant le cœur du colloque, la question « Qu'est-ce qui favorise ou bloque les dynamiques de genre, sexualité et racialisation ?» Voilà à quoi nous avons tenté de réfléchir et commencer peut-être à offrir quelques questions. Et donc, je pense que, voilà, je pense qu'à ce stade, je propose de passer la parole, à qui veut la prendre pour donner d'autres aspects. Toute la journée d'aujourd'hui n'a pas été, je n'ai pas, beaucoup parlé de la journée d'aujourd'hui, donc peut-être si mes collègues veulent, plus particulièrement, apporter leurs propres conclusions, leurs propres marques, je remercie tout le monde et je passe la parole. Alors, j'ai pu être présente cet après-midi, donc modérée notamment, enfin présidée notamment par Caroline. Et alors moi, en réfléchissant un peu aux échanges qu'il y a pu avoir depuis mercredi, mais je n'ai pas pu assister à tous les échanges, mais vraiment ce qui m'a vraiment passionnée aussi, c'est de voir qu'il y a des traditions disciplinaires et des méthodologies qui sont quand même bien distinctes selon les champs, les sous-champs, si je puis dire, géographiques concernés. Et pourtant, on voit que les phénomènes, les objets d'étude et les phénomènes mis en évidence se rejoignent et mènent peut-être à une réflexion d'ensemble et méthodologique et épistémologique sur ces dynamiques contemporaines. C'est-à-dire que les objets font évoluer aussi les méthodes et que la perspective transaméricaine là-dessus apporte beaucoup de choses. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment en ce qui concerne les études anglophones. Et merci beaucoup pour ce travail d'équipe. J'étais très contente de faire partie de ce projet. Si je puis me permettre, moi, je voudrais dire quelques mots très brièvement pour aussi dire merci à toutes les participantes, tous les participants et dans tout leur ensemble, qu'ils soient membres du comité d'organisateur ou bien présidente ou président d'atelier ou dans le public, ou communicantes ou communicants. Je souhaitais simplement rappeler aussi l'importance de ce colloque, non seulement d'un point de vue des disciplines et des échanges et de la transmission des savoirs. Je pense personnellement, j'ai beaucoup appris de toutes ces communications très riches, y compris dans des champs disciplinaires et des champs, des contextes que je ne connaissais pas forcément. Mais je voulais aussi parler un petit peu de la question plus dirons-nous, politique de ce colloque, qui évidemment est aussi majeur et qu'il faut souligner, c'est-à-dire l'urgence et nous continuons, donc Xavier a parlé tout à l'heure du colloque de 2011, mais l'urgence de continuer à parler des questions de genre, de sexualité, de racialisation dans le contexte actuel. C'est quelque chose de toujours très important. Donc, il me semble aussi essentiel de le souligner ici. Merci. Je peux intervenir? Pardon. Oui, Sylvie. Fatigue. Moi, je voulais déjà, puisqu'elles viennent de parler, remercier Claire Delahaye et Xavier. Alors, je sais que vous avez été pilier quand même, Claire. Bravo pour tout ce travail. C'est un très beau colloque. Je souscris à tout ce que vous dites. Je continue à penser, je suis chaque fois plus convaincue qu'il est extrêmement intéressant de travailler sur des sujets de manière vraiment transversale. Alors, c'est même plus de la transdisciplinarité, pour le coup. Voilà, on est vraiment dans une ouverture qui est très enrichissante, puisque chacun, depuis des disciplines ou des champs disciplinaires différents, apprend à communiquer. Et ça, je pense que c'est vraiment un pas en avant qui est très important, et c'est parfait qu'à l'IDEA, l'IDEA soit promoteur finalement, ou soit une institution qui continue à promouvoir cette démarche qui est constructive et qui est vraiment d'avenir. Et puis, je voulais aussi remarquer, alors, je remercie les chercheurs avertis pour leur contribution, mais moi, j'ai été très frappée de voir de jeunes chercheurs intervenir. Et je trouve que c'est aussi une des grandes réussites, et c'est un grand bonheur en cette période, que de voir arriver la relève avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle apporte, et que le dialogue soit aussi établi de cette manière-là. Donc, vraiment un grand bravo, et puis des remerciements à tous.
ce colloque a été monté dans des circonstances particulièrement difficiles. Je crois que ça aussi, ça a été vaincu par la détermination de quelques-uns de l'équipe d'organisation et je pense que c'est prometteur et que c'est aussi, en dépit de toutes les frustrations, notamment pas de pause café ensemble, pas de repas ensemble, pas de off ensemble, mais ça, il faudra peut-être le couper au montage, mais le fait est, c'est que cela donne aussi à un tel colloque une visibilité, hein, puisque les archives audiovisuelles resteront, et je pense que c'est aussi un élément très important. Voilà. Oui, bon, en dehors de remercier les intervenantes et les intervenants et vous, les co-organisateurs et en particulier Claire et Xavier, je me félicite que nos universités se soient rapprochées pour travailler ensemble. Moi, j'ai été beaucoup frappé par la richesse du travail des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont présenté pendant ces 3 jours. Aussi par le défi que représente la traductibilité de tous les enjeux et aussi des références qu'on a, qu'on peut avoir pour certaines en commun. Donc la plénière de cet après-midi en était un très bel exemple. Et aussi, je pense que le défi de ce qui nous reste, du travail qui nous reste à accomplir, c'est effectivement moi, étant nord-américaniste, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup plus de lectures à faire que je n'arrive à en faire dans le domaine anglophone pour les questions théoriques, épistémologiques qui m'intéressent. Et il faut vraiment qu'on, je pense, que les équilibres sont sans doute plus dans ce sens aussi que dans l'autre. Je pense que nous, anglicistes, avons un devoir de lire des ouvrages théoriques qui viennent du monde lusophone. Super, merci Guillaume. On t'entendait plus trop bien à la fin, mais on a compris l'essentiel. Laurence, Jacinthe. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter non plus, juste peut-être dire que d'abord remercier encore une fois Claire et Xavier qui ont tenu à bout de bras ce projet, et puis dire que ça montre que non seulement c'est possible, on peut surmonter toutes ces difficultés, et mais en plus on peut faire un très très beau colloque. Voilà, avec les quelques avantages que ça représente, c'est-à-dire avoir des personnes qui interviennent de l'autre bout de la planète, et puis un nombre de personnes qui se sont inscrites assez impressionnant. Donc voilà, je pense qu'il faut se réjouir et se féliciter. Bravo. Simplement pour abonder dans le sens de tout le monde, c'était un très beau colloque, et puis bravo d'avoir relevé le défi technologique, d'avoir essuyé les plâtres aussi, de faire un colloque sous cette forme, et vraiment de l'avoir fait et d'avoir relevé le défi haut la main. Donc ça c'est vraiment super. Et puis pour la profane que je suis dans ce domaine-là, je vous remercie aussi parce que j'ai beaucoup appris en écoutant les communications. Donc un grand merci. Voilà. Merci. Alors, j'ai oublié, je crois, malheureusement, c'est l'équipe technique qui nous a soutenus, les interprètes qui ont fait un travail extraordinaire, et Anton qui nous a beaucoup aidé, beaucoup rassuré et permis aussi de tenir sur le plan technique. Donc, on le remercie. Il est parti peut-être déjà, donc j'espère que s'il n'est plus là, que les remerciements lui seront transmis. Ah si, il est là, voilà. Merci Anton, hein, c'était génial. Merci à tous et très bonne soirée, et à très bientôt en in person, comme on dit, en vrai. Merci.